Alors, nous commençons par, nous sommes quittés la dernière fois, on a approché la fin des années 70, le début des années 80. Donc, je rappelle à peu près l'ordre du cours, c'était comment on est passé au XXe siècle, en fin de compte, de l'utilisation du bruit, de l'objet sonore à la musique dite électronique. Enfin, électroacoustique au départ, puis électronique après, de la musique électronique à la fabrication du synthétiseur, les synthétiseurs qui ont globalement donc créé de nouveaux sons, par exemple. Nous en avons un exemple flagrant en direct. Ça marche. C'était très. Donc il y a du lien. Il y a du lien sur le téléphone. Les synthétiseurs donc, qui ont été exploités, alors curieusement, non pas dans la modernité de l'écriture musicale, mais plutôt dans une réactivité. Le synthétiseur a été exploité de manière modale sur des modes anciens, etc., sur des musiques répétitives, sur des formes hypnotiques, sur des formes tout à fait cosmiques, on va dire, mais sans enjeu, on va dire, de la modernité telle que la musique contemporaine du XXe siècle pouvait l'amener. C'est-à-dire que l'électroacoustique avait amené un traitement de l'objet sonore très ouvert, alors que le synthétiseur referme sur une musique beaucoup plus grand public, beaucoup plus populaire, beaucoup plus facile à écouter, donc inspiré des musiques répétitives et en même temps des harmonies quasiment, je dirais, classiques, voire anciennes. Hein, musique quasiment ancienne. Nous avons même croisé un groupe allemand qui utilise des instruments de chantier, si vous vous souvenez bien, hein, des perceuses, des marteaux-piqueurs, voilà, des scies circulaires sur du métal, enfin, etc. Toujours sur les années 80. Et je reviens sur une erreur que j'ai produite dans mon emportement. Je vous ai fait écouter un album synthétique de Klaus Schulze, l'album qui est intitulé 10 en chiffres romains, hein, puisque c'était son 10e album solo, il l'a intitulé 10, et qui était 6 biographies donc, de grands noms qui l'ont plus ou moins influencé dans son parcours musical à cette époque-là, dont Nietzsche, dont Louis II de Bavière, dont enfin, il y en a plusieurs, il y a 6 biographies comme ça. Et nous avons écouté un extrait de Louis II de Bavière sur lequel il y avait un orchestre à cordes. Un orchestre à cordes, et je vous ai dit, mais c'est le synthétiseur qui produit ça. Et en fin de compte, on est en 1978, et je reviens dessus, c'est un réel orchestre à cordes que nous avons entendu, qui est mixé par Klaus Schulze avec des sons synthétiques qu'il produisait. C'est-à-dire qu'il avait écrit la partition, il a enregistré cet orchestre à cordes sans le dénaturer, et il a mixé ça avec des sons synthétiques. Pourquoi je vous ai dit que c'est un orchestre à cordes qui est produit par les synthétiseurs? Parce que maintenant, on peut produire, et c'est le sample qui le permet, on peut avoir en mémoire sur un ensemble d'éléments des sons d'orchestre, des sons, des traits d'orchestre, des traits de contrebasse, de clarinette, de hautbois, de ce que vous voulez, de tous les instruments classiques qu'on peut utiliser justement et refabriquer une ligne qui, si elle est bien travaillée, peut s'identifier à l'instrument réel, quoi. Ça, c'est vraiment. Donc voilà. Donc en 78, c'était pas encore possible. Donc il a vraiment enregistré un orchestre à cordes. Je reviens un petit peu aussi en arrière là aujourd'hui. On va commencer par cette idée dans les années 80, c'est que donc, bien entendu, on développe le synthétique, on développe, nous l'avons vu aussi, la technologie en rapport avec le spectacle, avec notamment Laurie Anderson, quand on a écouté certains passages, dont Au Superman en 81, qui est devenu presque un tube dans les charts anglais ou américains de l'époque. Et dans les années 80, apparaît une réactivité par rapport à cette idée de l'exploitation électronique, une réactivité par un compositeur français, du sud de la France d'ailleurs, qui s'appelle Pascal Commelade, qui est né en 1955, lui,
et qui va passer par un apprentissage aux Beaux-Arts, qui va faire du rock aussi, etc. Et en 83, il va amener une réactivité en supprimant quasiment tout ce qui est électronique, au profit d'utiliser de nouveaux objets sonores qu'il va exploiter. Il va monter un ensemble qui s'appelle le Bel Canto Orchestra. Bel Canto Orchestra, très, très jolie appellation. Et ce Bel Canto Orchestra va utiliser, entre autres, des jouets. Des jouets. Alors on n'est pas dans la... il y aurait peut-être quelque chose à voir avec la symphonie des jouets dont j'ai parlé il y a quelques mois. Mais en fin de compte, non. Il veut en fin de compte revenir à une exploitation presque, je dirais, de la nostalgie du jouet de l'enfant, mais de l'instrument joué. Hein. Le piano joué, la petite guitare en plastique que vous pouvez trouver dans les supermarchés, les petits saxophones avec 3 sons, enfin, etc., les petits métallophones, etc. Et il va composer, en fin de compte, une sorte de mémoire populaire sur des musiques très simples, réellement qui évoquent des formes de petites musiques traditionnelles, un peu issues de différents pays du monde. Et donc je vais vous en faire écouter, puisque c'est en 84 qu'il produit son premier album, qui s'appelle Monochrome. Voilà, Détail monochrome, Pascal Commelade. Vous allez en avoir un petit bout. Voilà à quoi ressemblait donc cette musique en 84. Donc là, encore une fois, utilisation de l'objet sonore, mais le jouet. Attendez, juste après, dans un petit moment. Donc quand je dis maintenant, il s'est assagi et il utilise aussi bien de vrais pianos que de la batterie, que des guitares, etc., etc. Mais il y a toujours quelque part chez lui un son qui vient quand même, qui est hérité de l'instrument joué, donc de l'enfance. Et ce sont des petites musiques très, très simples. Vous allez en écouter. Ça y est, ça va arriver. C'est parti. Alors là, c'est un vrai piano, enfin du moins un piano droit. Vous entendez de la musique répétitive, puisque c'est quand même l'influence de cette époque-là. La grande influence, c'est la répétition qui revient au goût du jour. Des petites mélodies simplistes, mais qui évoquent beaucoup de choses. Il y a des petits orgues. Alors je vais aller un peu plus loin pour vous faire écouter quand même quelque chose de plus significatif. Voilà, on y arrive. Alors c'est un enregistrement qu'il prend de sa compagne quand elle était enfant. Elle chantait quelque chose, il prend cet enregistrement et il fabrique une musique par-dessus. En boucle, bien entendu. Et là, vous avez un petit piano joué, petit métallophone, musique très naïve quelque part.
un bon petit exercice que si vous voulez, vous vous enregistrez, vous faites un petit chant, ou vous prenez un chant que vous avez, je ne sais pas, plus ou moins de votre passé, etc. Et puis vous fabriquez une musique par-dessus, simplement. Hein, c'est cette idée de prendre déjà le support, parce que la voix est un objet sonore à ce moment-là. Et vous entendez même que c'est un enregistrement vraiment d'époque en plus. Hein. Il y a le souffle, c'est pas un enregistrement de studio, c'est vraiment un enregistrement très spontané. Et en même temps, vous avez l'influence de Pascal Commelat, c'est-à-dire dans ses titres, il y a énormément d'allusions à des formes qui seraient des arts plastiques, en fait, compte des beaux-arts. Vous pouvez avoir, par exemple, tango cubiste, des formes comme ça chez lui. Hein, je vais vous faire écouter, voilà, un autre passage, peut-être plus... Alors, est-ce que c'est... oui, par exemple, le Psychotic Music Hall, vous avez l'impression d'avoir toujours entendu ce genre de musique, parce que ça éveille. Et là, vous avez une sorte de mélodica qui joue. Ça éveille cette nostalgie populaire, en fin de compte. Voilà, quelques petits extraits. Ensuite, je vous fais écouter encore autre chose de lui, voir exactement comment ça se... Alors oui, par exemple, quand il traite de l'objet sonore, vous allez avoir je pense que c'est cet extrait-là, me semble-t-il. Est-ce que c'est celui-ci ou pas? Je ne me souviens plus. Lequel, je ne pense pas que ce soit celui-ci. Je pense que c'est peut-être plutôt... Est-ce que c'est plutôt celui-ci? Russian Roulette. C'est lui qui est au piano là. Voilà, nous avons de vrais instruments. Ah, écoutez ça. Une petite guitare en plastique. La batterie en plastique aussi. La maîtrise du souffleur dans la paille, là, c'est assez impressionnant parce qu'il coupe au bon endroit. Je pense qu'il a dû mesurer un petit peu avant quand même la longueur de la paille pour pouvoir couper et monter justement la note avec une certaine justesse. Hein, monter la note à chaque fois qu'il souffle, puisqu'il n'y a une seule façon de dire, il n'y a pas de clé ni de trou dans la paille, donc il coupe la paille pour monter le son, et à chaque fois qu'il recommence, il change de paille, bien entendu, puisque ça recommence aussi plusieurs fois. Donc voilà, c'est une façon, je trouve, très humaine, très nostalgique, d'utiliser l'objet sonore, donc l'instrument joué, comme élément de production d'une musique qui se voudrait être une mémoire populaire, justement, une espèce de mémoire globale populaire et qui fonctionne réellement très bien, comme vous pouvez avoir. Est-ce que j'ai un autre extrait à vous présenter?
je pense que ça va, ouais. Bon, pluie japonaise, Park Güell. J'ai peut-être, oui, quelque chose, je voudrais vous faire écouter. Voilà, par exemple, la promenade des schizophrènes, par exemple. Vous allez voir, toujours cette nostalgie est toujours là. Voilà. Après, il y a tout qui se mélange à nouveau. Voilà, ce qui ressemble comme ça, comme une boîte à musique, en fin de compte, hein, les petites boîtes à musique, etc., sont faits avec des petits métallophones, des éléments, et toujours avec ces titres tout à fait presque surréalistes en grande partie. Donc Pascal Commelade utilise le jouet, mais par rapport non pas à cette symphonie des jouets du XVIIIe siècle, mais par rapport à un autre personnage qui, lui, dans la première moitié du XXe siècle, a introduit cette idée de travailler avec les jouets, et notamment avec le piano jouet, le toy piano. Et qui est ce personnage, qui est ce compositeur qui a quelque part bouleversé le paysage, je dirais, le paysage mental de la création musicale au XXe siècle. Alors, je ne vais pas aller chercher trop loin vos réponses. Je vous dis, c'est John Cage. John Cage qui est né, lui, en 1912, qui est mort en 1992 d'ailleurs. À l'après-Seconde Guerre mondiale, John Cage qui a pris des cours avec Schoenberg, qui a pris vraiment des cours de musique, je dirais, de la musique moderne de cette époque-là, des cours de sérialisme, etc., se pose en fin de compte de nouvelles questions sur, par exemple, les instruments à hauteur indéterminée, c'est-à-dire des instruments qui résonnent, qui font du bruit, comme des tames, des cymbales, des éléments qui ne possèdent pas vraiment une note précise a priori. Donc il se pose ces questions-là, puis se pose aussi des questions de comment changer en fin de compte le bruit d'un piano. C'est comme ça qu'il va inventer en 1946, le piano préparé. Ce qu'on appelle le piano préparé, c'est-à-dire qu'il va introduire, il va mettre des bouts de caoutchouc, de bois, des vis, etc., dans les cordes d'un piano pour en changer le son. Je crois que on en a déjà parlé, du piano préparé, etc. Mais c'est en 1948 qu'il va aussi utiliser, puisque son ouverture d'esprit devient de plus en plus large, parce qu'en fin de compte, avec John Cage, la musique va devenir indéterminée. C'est-à-dire que ce n'est plus une musique de l'écriture, mais c'est une musique dans laquelle l'interprète est le créateur quelque part, parce que ce qui est écrit en termes de partition, ça peut être un dessin, ça peut être une ligne dans l'espace, ça peut être une suggestion, tout peut apparaître avec John Cage. Alors John Cage, c'est à la fois l'influence de personnages encore plus anciens que lui, c'est Erik Satie, qui a été un des premiers à introduire, je vous le rappelle, l'objet sonore dans l'orchestre, dans Parade notamment,
hein, si vous vous souvenez bien, notamment le pistolet, le bouteillophone, la machine à écrire, enfin, etc., etc. Plus l'idée que Duchamp se réapproprie l'objet manufacturé pour en faire une œuvre d'art, donc le ready-made, ça donnera la pensée de John Cage aux États-Unis. Il va reprendre ça à son compte pour réouvrir la pensée musicale. Et en même temps, il combine ça avec l'étude du bouddhisme zen. C'est-à-dire qu'il va prendre des cours avec un professeur, le professeur Suzuki, à cette époque-là, donc aux États-Unis, et il va combiner cet indéterminisme musical avec le tout est possible, c'est-à-dire l'idée du bouddhisme zen, les choses sont ce qu'elles sont, et telles qu'elles se présentent, et on n'a pas ni à réfléchir, ni à juger de ce qu'elles produisent ou de ce qu'elles montrent. Donc on va arriver avec John Cage à une ouverture musicale telle que justement cet indéterminisme-là va faire en sorte que, je pense qu'après John Cage, il s'agit plus il faut redéterminer quelque chose, parce que l'indéterminisme était tellement ouvert qu'il faut redéterminer quelque chose, mais avec une expérience et une ouverture beaucoup plus large. C'est-à-dire on peut réécrire, on peut restructurer, on peut repenser les choses, mais avec beaucoup plus, on va dire, avec beaucoup plus de largesse et beaucoup plus de possibilités de rencontres. C'est comme ça que s'ouvre aussi, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire sur les cultures qui vont se rencontrer, sur les attitudes. C'est ce que John Cage, en tout cas, nous annonce. Donc, John Cage va donner naissance, par exemple, à des groupes de rock comme le Velvet Underground, avec Andy Warhol, comme les répétitifs américains. Eux vont être dans la lignée comme ça, mais les répétitifs américains réécrivent de la musique. Sauf qu'ils réécrivent de la musique, mais très différemment de ce qui s'est passé jusqu'à présent dans l'écriture musicale. On réécrit la musique, mais on fait allusion à des musiques traditionnelles, africaines, balinaises, indiennes, etc. Et on écrit des formes répétitives, évolutives, j'en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure, et ça change le paysage réellement de la musique au XXe siècle. Donc John Cage est un ouvreur, on va dire, un ouvreur de conscience. Je vais vous faire écouter cette fameuse suite pour toy piano de 1948. C'est en 1948 qu'il compose et il y a une vraie partition, hein, c'est une partition. Et alors la voilà en concert. J'ai choisi une interprète. Voilà, donc en concert, il y a des choses que j'ai déjà jouées. C'est très intéressant, vous mettez un grand piano, puis tout d'un coup vous passez un toy piano, c'est-à-dire avec le petit siège ou assis par terre, etc. Et vous jouez donc, voilà, du John Cage au piano, voilà, en public. Voilà, en mode de sol, là, vous avez donc un extrait de cette suite qui dure 7 minutes, parce que la partition existe, vous pouvez vous la procurer et vous la jouez vous-même. Vous prenez un petit toy piano, vous avez un espace très restreint, et donc tout est prévu pour être joué donc, dans cet espace-là d'un clavier qui est tout petit, qui a très peu de notes, en fin de compte. Mais là, ça devient très intéressant parce qu'il ouvre non seulement le propos de la conscience, mais il ouvre le propos de l'oreille aussi. C'est-à-dire qu'il change la faculté que l'on a de percevoir la musique. Il est certain que vous allez à un concert, vous écoutez du toy piano comme ça,
Vous dites, qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Où est-ce qu'on est tombé? Etc. etc. Hein, au passage, John Cage est aussi le premier qui avait écrit ces 4 minutes 33, enfin, qui avait pensé les 4 minutes 33 secondes, qui est une pièce de 1952, qui sont 4 minutes 33 secondes de silence. C'est-à-dire que montrer que le silence n'existant pas sur Terre, en fin de compte, là où est jouée la pièce, vous devez écouter ce qui se passe réellement dans le réel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours un bruit, il y a toujours quelque chose quelque part, puisque le silence n'existe pas en réalité sur Terre. Alors le silence musical est une respiration, mais le silence cagien est une réalité naturelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on revient à la préhistoire, à l'origine de la musique quelque part. On entend les bruits tels qu'ils sont de la nature, de sa propre nature, de tout ce qui peut advenir autour de nous, que ce soit le vent, la pluie, la grêle, la mer, enfin, tout ce qui est les arbres agités dans les feuilles, les craquements. Et quand vous êtes donc en plus au XXe siècle, quand vous habitez dans une ville, les bruits de la ville. Bien entendu, puisque cette pièce 4 minutes 33 a été créée dans un carrefour de New York. Donc c'est pour dire que le silence n'y était pas. Il ne pouvait pas y avoir de silence. Sauf que pour les gens qui sont venus écouter, ça a été une sorte de prise de conscience un peu différente, parce qu'ils n'ont rien compris. En disant, mais il nous prend pour des imbéciles. En fin de compte, parce que le pianiste s'assoit, il y a 3 parties dans les 4 minutes 33. Il y a je crois que c'est 1 minute 33, 1 minute et 2 minutes. Et donc le pianiste s'assoit, prend le chronomètre, il installe le chronomètre et puis il ferme le piano. Et on attend. Première partie, il rouvre le piano. La deuxième partie, il reprend le chronomètre, il referme le piano et on attend. Et donc les gens se disent, mais attends... Mais ils ont oublié de dire, mais on est dans quel environnement en fin de compte? Et donc on réécoute tout ce qui se passe autour de nous. La preuve, hein, écoutez. Il fallait réserver. Ça fait partie de... vous savez que John Cage ouvre aussi le happening, la performance, le tout est possible. En fin de compte, on est dans le bouddhisme zen mêlé à la créativité, on va dire, américaine de l'époque, hein, qui va surfer et qui va ouvrir le propos du pop art, de tout ce qui va advenir. Je rappelle que John Cage a beaucoup travaillé avec Rauschenberg, par exemple, Robert Rauschenberg, qui est un des peintres pré-pop art, quelque part. Rauschenberg, c'est celui qui a peint, en fin de compte, qui a repeint à l'huile le drapeau américain, ou une cible de tir à l'arc. Voilà, on va aller vers le dollar de Warhol, on va aller vers les soupes Campbell de Warhol, on va aller vers le Liechtenstein, la bande dessinée chez Liechtenstein. Et on a déjà dépassé l'expressionnisme abstrait, qui était aussi très américain, avec des gens comme de Kooning ou Pollock, par exemple, qui ont ouvert l'espace tel que c'est l'Amérique qui a pris, en fin de compte, le relais de l'Europe en termes de modernité. Hein, c'était cette époque-là. Donc John Cage, il est vraiment dans cette mouvance-là, et il crée, en fin de compte, une façon, en fin de compte, de ne plus écouter la musique de la même manière. On peut s'attendre à tout. Et d'ailleurs, sa devise était Happy New Year. C'était pas Happy New Year, mais Happy New Year. Vous enlevez le Y, il reste bonnes nouvelles oreilles, quoi. Bonne nouvelle oreille. Hein, mais c'est une oreille de conscience. C'est une oreille en plus philosophique que réellement musicale, même s'il y a des éléments musicaux chez John Cage. Hein. Vous savez, on peut avoir des mélodies, on peut avoir des choses comme ça. Donc voilà, John Cage va influencer certains compositeurs, dont Pascal Commelade, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui en 1984 va utiliser les instruments joués de cette manière-là, et c'est vraiment très significatif. Et en même temps, vous avez donc chez les répétitifs américains, vous avez un Steve Reich que vous connaissez déjà bien, puisqu'on en a parlé pour la question du déphasage. Un Steve Reich qui, en 88,
Donc lui, il fait partie il est post-cagien, puisque bon, il est né 24 ans après John Cage. Steve Reich va développer des formes répétitives par le rythme, par l'élaboration du rythme, mais justement va aussi s'intéresser à ce qui va devenir ce qu'on appelle les samples en musique électronique, c'est-à-dire on prend des enregistrements déjà faits, on prend des enregistrements qui existent et on crée par-dessus de la musique, soit en harmonisant le son, le bruit qui a été enregistré, soit en le détournant. J'en veux pour preuve donc ce quadruple quatuor à cordes qu'il a écrit qui s'appelle Different Trains, cette allusion au train de la Seconde Guerre mondiale. Il a enregistré donc des appels à la gare à Chicago, New York, etc., des sons de train. Vous avez donc des éléments tels qu'on l'avait écouté, vous vous souvenez de cette étude de bruit de Pierre Schaeffer de 1948. Tiens, l'année où John Cage, lui, utilise le toy piano, Pierre Schaeffer est en train de travailler sur les premières musiques électroacoustiques. Vous voyez, comme quoi tout se combine en même temps dans l'histoire. Donc, Pierre Schaeffer déconstruisait le bruit pour en faire quelque chose de rythmique, etc. Et là, Steve Reich réintègre le bruit en l'associant à des instruments classiques. Donc, quatuor à cordes, plus il y a 4 quatuors à cordes, dont 3 sont déjà enregistrés, pour créer une espèce de matière répétitive. Vous avez écouté, là on a une version jouée en direct par le London Contemporary Orchestra, donc c'est intéressant aussi de voir jouer, et vous allez entendre donc, que par-dessus les cordes, l'enregistrement des cordes se greffe donc des musiciens donc, à cordes qui jouent par-dessus, et vous allez entendre les bruits et des trains, et après des changements de rythme dans lesquels les annonces. Par exemple, vous allez entendre From Chicago, donc to New York, From Chicago to New York. Et il harmonise, en fin de compte, la voix parlée, il l'harmonise pour faire croire qu'on pourrait presque dire, tiens, mais c'est un peu chanté ça. Non, en fin de compte, c'est la voix parlée qui est bien harmonisée, avec des sons en dessous, des harmonies, des accords en dessous qui permettent un accompagnement de la voix. Mais la difficulté, c'est que la voix, elle a un rythme particulier. Quand on parle, on n'a pas un rythme très, très pulsé tout le temps de la même manière. On parle d'une manière très, on va dire normalement, avec des fluctuations. Et donc, il utilise aussi ces fluctuations pour, vous allez voir, les changements rythmiques qu'il peut y avoir et qui ne sont pas du tout simples. Alors voilà un extrait de Different Trains. Donc là, c'est une création de 1988 avec une version beaucoup plus récente, là, pour le coup. Voilà, je vais entendre Different Trains. Voilà, ça date de 2016, cette version-là, jouée. Voilà les sons de train. Harmonisé avec le violon.
Voilà, etc., etc. Vous avez compris le processus, hein, donc c'est répétitif, c'est insistant. Il y a déjà des quatuors qui sont préenregistrés, des gens qui jouent par-dessus un nouveau quatuor, donc, et ces voix et ces bruits qui viennent se greffer et qui sont harmonisés. En fin de compte, hein, on pense que c'est voulu, en fin de compte, c'est lui qui va chercher la note du son qu'il entend et qui va donc doubler avec les instruments, soit cette espèce de klaxon, de sirène, d'appel du train, autant que les voix, justement, qui annoncent dans les gares certains éléments. Et il va utiliser ce processus sur différentes œuvres comme ça, jusqu'à arriver à une pièce en 1995 qui s'appelle City Life, dont j'avais parlé, je crois, l'année dernière. Mais là, on est vraiment dans le rapport entre l'électronique, le sample, l'enregistrement, enfin tout ce qui va faire évoluer, en fin de compte, la capacité de la musique à exploiter ses propres matériaux. En 1995, il va enregistrer les bruits de la ville de New York. Alors, les bruits de certains chantiers dans la rue, les bruits des claquements de portières, des taxis jaunes de New York. Et vous allez entendre, encore une fois, la manière dont il travaille, c'est-à-dire qu'il prend le bruit, il harmonise le bruit, c'est-à-dire il essaye de trouver quelle est la note qui correspond au bruit, et il va harmoniser avec des accords de septième, de neuvième, des accords vraiment aussi assez sophistiqués, et il va fabriquer donc toute une forme musicale qui est assez moderne aussi, quelque part. Donc là, on a le rapport entre le classique et la modernité technologique. Voilà un extrait de City Life. Alors, vu sous l'angle d'une vidéo qui a été donc produite aussi récemment. Donc, vous avez encore un train, là, au départ, bien entendu, mais vous allez voir. Juste, je coupe là pour vous dire, oui, ces accords que l'on entend sont des accords qui vont faire partie après d'un développement rythmique en notes et qui vont donc. Mais cette annonce-là d'accords, c'est un rapport, c'est presque des accords qu'on trouve dans le jazz. On est donc en 95 et là, ces accords-là font allusion un petit peu à John Coltrane, quelque part dans le jazz, au niveau du son. Vous avez des sons en quarte, etc., qui sont très coltréniens. Ce sont une espèce d'hommage et de regard sur John Coltrane. Voilà, donc c'était juste pour vous dire, voilà ces accords assez spéciaux. Là, vous allez voir les premiers bruits qui arrivent avec le développement rythmique.
Voilà, c'est un bon extrait. Je vous laisse le choix d'écouter la suite par vous-même. Ça dure moins de 25 minutes, mais c'est quand même une œuvre très sophistiquée. Alors, vous allez peut-être me dire, mais comment on peut avoir le bruit, comment il peut être en place, ces bruits-là, comment ils peuvent être en place avec des instruments qui jouent en direct? Parce que là, il y a des vrais instrumentistes qui jouent une partition. La partition, elle est écrite. Donc, d'après vous, comment le bruit peut se greffer parce qu'on ne va pas chercher oh, tu fais ce bruit-là, tu viens dans l'enregistrement, dans le studio, tu viens nous faire le bruit au moment où il faut. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, on est dans l'idée du sample. On est dans l'idée que le bruit peut être enregistré. Une fois qu'il est mémorisé dans une cellule, il peut être impliqué dans un clavier, ce qu'on appelle un clavier maître, alors vous avez une note qui correspond à ce bruit-là. Et donc c'est quelqu'un qui joue, en fin de compte, non pas d'un synthétiseur, mais d'un clavier maître qui conduit, qui déclenche le bruit, en fin de compte, qui est déjà préenregistré. C'est tout simple. Alors donc du coup, vous pouvez avoir tous les bruits sur un seul clavier, et donc c'est quelqu'un qui peut gérer les bruits. Donc vous avez entendu les bruits de travaux, les bruits de claquements de portières, vous avez entendu tout ça, et ça se passe donc très bien, parce que vous dites, il faut à chaque fois avoir la même vitesse si on veut que les bruits sont enregistrés sur une bande. Non, en fin de compte, les bruits sont déclenchés. Hein, voilà, ils sont préenregistrés et déclenchés. Donc tout ça, c'est aussi une petite révolution, parce que à force d'utiliser le bruit comme élément de structure musicale, bien entendu, on va ouvrir les banques de données au niveau sonore. Et à partir des années 80 et 90 et tout ça, vous avez donc, on enregistre un maximum de choses et on va les stocker quelque part pour pouvoir les exploiter d'une façon ou d'une autre. Et va naître ce qu'on appelle réellement aussi, en tout cas du côté de la musique actuelle, ce qu'on appelle la musique électro. La musique électro, réellement, va travailler énormément sur l'idée du sample. Et bien entendu, si vous allez sur Internet ou dans les grandes banques de données, vous avez des milliers de sons qui sont préenregistrés. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur les ensembles à cordes ou des choses comme ça, maintenant, il est possible d'avoir des samples d'orchestre. Des samples de l'orchestre de telle ville, de tel orchestre symphonique, les cordes de ci, les cuivres de ça, etc., etc. Et avec des tas de dérivés, en tout cas de sons. Si vous n'avez pas le même son d'un orchestre à un autre. Donc vous pouvez choisir votre son d'orchestre, ce que font de plus en plus les musiciens de musique de film. Ils travaillent énormément avec informatique, les samples, etc. Et ils mixent tout ça. En fin de compte, ils essaient d'en tirer un maximum. Donc ça coûte bien moins cher que d'avoir l'orchestre sous la main aussi. Bien entendu, hein, un orchestre symphonique, on ne se le paye pas comme ça. Vous avez remarqué quand même que dans la production musicale, cinématographique, on va dire à partir des années 80, etc., la musique étant un peu le parent pauvre, parce que bon, ça coûte cher d'avoir un orchestre symphonique, la plupart des orchestres symphoniques des films français, par exemple, quand vous entendez un fond d'orchestre symphonique français, ils vont chercher des orchestres à bas coût dans l'Europe de l'Est. Et on va enregistrer en Europe de l'Est des orchestres qui coûtent bien moins cher que nos orchestres français, par exemple. Sinon, ça coûterait une fortune et ça explose le budget du film. Voilà, tout ça, il y a toute une réalité économique qui est liée aussi à ce système de samples électro, etc., etc. Jean-Michel, j'ai une petite question, c'est concernant City Life. Oui. Est-ce qu'ils ont fait la vidéo avant ou après? Ah non, la vidéo a été faite après. Parce qu'au départ, la vidéo, elle n'a pas été conçue. Enfin, non, là, c'est vraiment bien après coup. Hein, ça. Parce que ça me fait penser à L'homme à la caméra. Ah, de Dziga Vertov. Qui a fait... qui était très en avance, puisque c'était expérimental, d'accord? Oui. Mais ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont orchestré dessus. Oui. Et c'est tout à fait ce type... Ce type d'image? Bah oui, puisque c'est une ville qui s'éveille, donc, et donc on est dans l'ère industrielle. Ouais. Voilà, alors, ce que dit Patrick, parce que tout le monde ne connaît pas L'homme à la caméra, c'est un film donc de Zbiga, pas Dziga,
Dziga ou Zbiga, Dziga Vertov, qui est un Russe en 1929. Il fait un film, c'est un film monde en fin de compte. Il filme en fin de compte tout ce qu'il peut filmer, des gens qui passent dans la rue, des espèces de bus d'époque, voilà, des portraits de personnes, etc. Et tout est monté comme ça pendant 1 heure. Et vous n'avez rien d'autre qu'un montage de la vie de cette époque-là, sans qu'il y ait ni d'acteurs, ni d'histoire, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, voilà, c'est ouvert. C'est un film d'une grande modernité, quelque part de conception. Et ce film-là a été exploité de différentes manières par les musiciens qui vont retravailler dessus. Moi-même, un jour, j'ai joué d'ailleurs sur ce film Zbiga Vertov. Pendant 1 heure, j'ai improvisé un truc au piano. Je suis parti sur une sorte de musique fuguée, en fin de compte, parce qu'il fallait... On ne peut pas passer d'un plan à un autre en illustrant toutes les choses que l'on voit. Ce n'est pas possible. Donc il faut unifier en créant une structure plus large que le montage même du film. Enfin, c'est ce que j'ai pensé en tout cas. Et c'est exactement la même façon de penser que vous voyez quand vous voyez City Life. Donc l'image est arrivée après le son, puisque c'est en 1995 que le son est enregistré. Et qu'on s'est dit, mais ça serait peut-être bien de penser aussi donc des voitures qui passent, des gens dans la rue, etc. Parce que c'est aussi ça. City Life, c'est la vie de la ville. Hein, bon, donc on est dans la mouvance urbaine, c'est ça. Mais ça s'inspire tout autant de ce film dont j'ai parlé aussi l'année dernière, je crois, qui s'appelle Koyaanisqatsi. Qui est de 1980, qui a été produit par Francis Ford Coppola à l'époque, et qui est un film sans acteur et sans texte, sans livret en fin de compte, puisque c'est un montage à partir des théories des Indiens Hopi d'Amérique du Nord, qui ont perdu leur terre face à l'arrivée de la civilisation. En fin de compte, on voit ce film-là, on part donc de la Terre elle-même, on voit les paysages désertiques, on voit le ciel, etc. Et progressivement, il y a l'envahissement des villes, de l'objet manufacturé, de la reproduction, etc. Et tout ça sur une musique continue de Philip Glass. C'est une pièce qui dure 1 heure, un peu plus d'1 heure, mais qui est exactement montée aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire vous avez des passages en accéléré, en plus des fois, en accéléré ou en grand ralenti, d'éléments qui sont issus donc de la nature ou de l'urbain. Et vous avez les passages, notamment dans le métro de New York, des gens qui, on dirait une fourmilière, quoi. Dans l'accélération même, il y a des milliers de personnes qui passent dans les escalators, etc. Mais c'est accéléré à outrance, c'est-à-dire vous voyez quelque chose qui va très 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 vite. Et on a l'impression de quelque chose, d'insectes comme ça qui court, on ne sait plus après quoi, tellement ça part dans tous les sens, quoi. Donc Koyaanisqatsi, c'est aussi une forme. D'ailleurs, il y a eu une trilogie à partir de ce concept-là. Il y a eu Koyaanisqatsi, qui sont donc des paroles Hopi. C'est pour ça que ça a un nom un peu particulier. Il y a eu donc Koyaanisqatsi, Nakoikatsi et Powakatsi. C'est une trilogie qu'on peut trouver en vidéo. Je pense que vous pouvez le trouver même sur Internet, on le voit en entier. Mais Koyaanisqatsi, c'est le premier qui a été produit en 1980 et c'est un film assez... c'est très beau à voir. Mais il ne faut pas s'attendre à... c'est pas comme un film de cinéma avec des acteurs et du scénario. Il n'y a pas de scénario, sinon que cette évolution, cette prise de conscience de l'invasion de la civilisation et de l'accélération du temps aussi. Voilà, vous avez montré des extraits l'année dernière. L'année dernière, j'en avais parlé. C'est vrai que c'est très très beau. Et ça finit d'ailleurs sur le décollage d'une fusée. On a les éléments où le premier étage est en train de retomber sur la Terre comme ça, alors que la fusée est en train de s'envoler. Et tout ça, c'est au grand ralenti à la fin. On décolle, on sort de la Terre. La civilisation va exploiter le cosmos maintenant. Voilà, on y est. On y est. Bientôt sur Mars, bientôt. Voilà. On va envahir un peu le monde, n'est-ce pas? Donc voilà, City Life donc, de Steve Reich, l'utilisation là, pour le coup, du sample qui va donc tomber aussi dans les mains de groupes dits rock, on va dire rock anglais. Par exemple, un des premiers à utiliser le sample, c'est Massive Attack.
Alors, un groupe rock qui est né en 88. Vous voyez, on est tout vraiment dans la même 88. Donc, c'est le moment où Steve Reich écrit Different Trains. Il y a des parallèles. La même année, vous avez Different Trains et vous avez Massive Attack qui vont sortir en 90. Un album qui s'appelle Mezzanine, qui a été remanié en 2003, etc. Mais c'est dans lequel vous avez, par exemple, je vais chercher le morceau qui s'appelle Angel. Angel. Où est-ce qu'il est, Angel? Le voilà, Angel. Mais on l'a pas. Oui, remaster dans 2019, c'est pas grave. Là, vous avez un rapport à tout ce que vous entendez, et notamment la rythmique. Vous allez bien entendre la rythmique qui va arriver. C'est comme si on avait une batterie, mais c'est une batterie virtuelle, en fin de compte qui n'existe pas, puisqu'elle est faite de tas de sons différents, d'un élément qui font qu'il y a un son grave, il y a un son plus aigu, qui est plus sec, etc., mais un son qui pourrait être enregistré au Japon en même temps qu'un autre son qui pourrait être enregistré aux États-Unis ou en Afrique, etc. Et c'est une batterie, quelque part, non seulement elle est virtuelle, mais elle est inouïe dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faudrait être international, avoir des micros de partout pour arriver à faire la même chose que ce que l'on fait avec des samples. C'est-à-dire que vous avez des banques de données qui viennent de partout. Donc on peut utiliser ce que font encore les musiciens, les compositeurs de musique de film à notre époque, c'est-à-dire on va sampler un orchestre, un ensemble baliné, gamelan, et on va le mixer avec des synthétiseurs, on va le combiner avec des chants, je ne sais pas moi, mongols, et rebassiner ça avec un accordéon virtuel ou de Louisiane, enfin je ne sais pas, de la musique cajun par exemple, des choses comme ça, et tout va se combiner pour arriver à créer une matière sonore complètement inouïe, ce qu'on ne pouvait pas faire ou penser avant dans l'histoire de la musique. Hein, ça, c'est grâce à l'électricité, à la capacité d'enregistrer. Hein, ça a été la grande révolution quand même, hein, qui a fait évoluer la musique. Donc, on entend bien entendu, il y a une vraie voix quand la personne qui chante, c'est une vraie voix, et c'est même pas sûr que les guitares électriques ne soient pas aussi samplées. Voilà ce que ça donne. Dans un petit moment, donc vous allez entendre une basse relativement répétitive, puisque c'est la basse qui va rester donc sur cette terre-là dont je parle souvent, c'est cette tonique du mode, la basse qui est tout le temps répétitive et qui va, faire monter. Ouais. Alors on y va, on revient au départ. Voilà, cette basse qui est tout le temps là pendant tout le morceau. Et toute l'expérience du morceau, c'est de faire monter le son. Voilà, ça c'est une batterie impossible dans le son. Ouais, même le... On sent bien que tout est monté de manière très mécanique. Ouais, plein de sons qui viennent se greffer comme ça. Des sons assez flottants. Voilà, le miracle du sample. Ouais. Ah oui. Tout est monté à partir d'ordinateurs, de tables de mixage, sauf la voix. Pas un son de batterie, ça.
la matière est en train de se créer de plus en plus là. On va arriver à la guitare. Même la voix, elle est manipulée, vous voyez, avec ses échos. Et là, il va y avoir la guitare qui va arriver. 2, 3, là. Bon. Voilà. Donc là, vous avez vraiment un des tubes de ces années 90. C'est donc ce Angel de Massive Attack qui a été exploité d'ailleurs de différentes manières, même sur des films. Ça a été repris, etc. Parce que c'est vrai que ça crée une ambiance relative. Mais vous voyez qu'on est dans la même perspective que les musiques créées au synthétiseur dans les années 70, qui sont répétitives, modales, etc., dans des harmonies relativement simples, on est dans la répétition, dans le modal, etc., sauf qu'on utilise le sample maintenant, et c'est plus vraiment des synthétiseurs, mais des éléments que l'on met bout à bout pour fabriquer, en fin de compte, l'illusion d'un rythme, l'illusion d'un son, etc., qui a été pris on ne sait où. On est compte, on peut jouer, voyez, par exemple, si je joue là, sur ce piano-là, soi-disant, piano qui est là, cette note-là, je ne sais pas, elle a été enregistrée quelque part. Elle vient de quelque chose qui est à l'intérieur, hein, dans la machine elle-même. Bien sûr, il y a des contacts, mais il faut quand même qu'il y ait le son qui aille avec. Et d'ailleurs, si je veux changer le son, écoutez la différence entre cet accord, celui-là. Vous entendez la différence de couleur? Je réécoute. Hein. C'est pas la même clarté. Et on peut changer de piano. On change encore de piano. C'est encore pas la même couleur. Ouais, alors là, j'ai 9 pianos sous la main. Et j'ai qu'un seul clavier. Après, on peut changer carrément avec... Vous vous rendez compte? C'est ça aussi, cette idée des samples. Alors là, je suis passé à un autre instrument. Là, je peux avoir donc tous les instruments aussi que je veux. Tiens, Pascal Commelade peut faire. J'ai fait un peu du Pascal Commelade, c'est marrant, au passage. Vous voyez qu'on peut donc s'amuser maintenant avec... c'est ça comment dire, l'offre actuelle du son n'est plus une offre d'instruments, mais une offre de samples, de possibilités de son quasiment infinies. Et je ne sais pas, même si peut-être on enregistrera encore des choses de plus en plus réduites, de plus en plus poussées, mais c'est assez énorme, puisqu'on retrouve quelque part l'infinité des possibilités et de la nature et de l'humanité à travers ces samples. Vous avez des banques de données qui sont par milliers, et vous pouvez fabriquer donc votre propre son, votre propre musique, etc. etc. Et on le retrouve, bien entendu, encore une fois, dans le cinéma. Mais alors, c'est de plus en plus même, c'est de plus en plus exploité, hein, ce genre de choses. Alors, par rapport à donc, Massive Attack, qui a été créé, c'est un groupe anglais donc créé en 88, vous avez l'arrivée, par exemple, en 90, de Prodigy. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Prodigy. Donc, ils utilisent encore une fois aussi des samples. Ils font une sorte de techno-rock, qu'on appelle big beat, c'est-à-dire ils font du gros son rythmique pour faire danser. C'est de la musique à danser, mais avec une certaine forme assez violente, hein, quand même dans le son. Voilà un exemple, et vous allez avoir, encore une fois, vous allez entendre qu'il y a des samples d'instruments, des samples des effets,
des formes comme ça, avec une rythmique qui est propre au montage même de ce qu'ils sont en train de produire. Voilà un exemple. Bon, c'est ça. Même la petite voix de Mickey là. Ah, c'est des musiques qui ont de la pêche, hein. Vous avez vu comment c'est monté, ça s'entend que c'est monté avec des sons un peu épars et que tout est remonté pour arriver à faire quelque chose qui est un peu inouï. Vous essayez de faire ça en direct, vous ne pouvez pas le faire. En direct, avec les mêmes sons, vous ne pouvez pas le faire. On ne peut pas changer aussi rapidement de son entre les tirs avec différentes formes de clavier, des formes de trompettes plus ou moins, parce que ça s'appelle Jericho, donc on a des formes dérivées de trompettes, hein, qui sont l'épisode des trompettes de Jericho, justement. Une rythmique très violente, très rapide, très soutenue, etc. Mais toute une inventivité que, je dirais, Pierre Schaeffer avait envisagé dans ses études de bruit en 1948 aussi, quelque part, sauf que là, vous l'avez en 92. Prodigy, c'est aussi ces groupes anglais qui font de électro-rock, on va dire, mais en fin de compte, électro-acoustique aussi. Est-ce que ce sont des musiciens, ces gens? Alors ça, c'est une bonne question. En fin de compte, l'ouverture que propose le sample, l'utilisation de l'ordinateur, l'utilisation des tables de mixage, etc., un ingénieur du son peut très bien monter une musique sans problème, sans avoir fait des études de musicologie ou de musique appliquée ou d'études de conservatoire, etc. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde maintenant qui produisent de la musique avec des machines. Bien sûr, il suffit d'avoir un peu d'oreille, un peu de conscience, aller chercher des sons, puis on s'amuse. En fin de compte, c'est un jeu. Oh tiens, ça marche bien, ça va. Et c'est pour ça que la plupart des musiques qui sont produites depuis, en tout cas, depuis l'arrivée comme ça de ces samples, de ces constructions-là, sont des musiques qui sont, la plupart, allez, à 95%, sont toutes à 4 temps, par exemple. On garde le 4 temps. Là, c'était à 4 temps, bien sûr, mais on ne se pose pas la question de dire on pourrait faire un truc à 3 temps ou un truc à 5 temps, on pourrait changer un peu la rythmique, on pourrait passer à autre chose. Non, on garde le 4 temps parce que c'est ce qui se répand le plus, c'est ce qu'on a le plus dans l'oreille, etc., etc. Et que j'ai eu des personnes, je ne sais plus, c'est en composition l'après-midi, Victor qui a vu quand Jean-Yves, au niveau du violon, dit qu'il a plus de difficultés à jouer du 3 temps que du 4 temps. Ben ça, c'est une déformation presque professionnelle au niveau de l'oreille. Pourquoi le 3 temps serait... surtout que le 3 temps, c'est la valse, c'est le menuet, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais voilà, alors c'est important de temps en temps de déborder. Donc si vous avez fait des études de musique et que vous utilisez l'électro, on peut aller peut-être encore plus loin que ce que l'on entend la plupart du temps diffusé de manière courante. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus évolué. Voilà. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, toutes les productions que l'on écoute, qui sont très médiatisées, ne sont pas très évoluées, justement. On est dans quelque chose qui s'affadit de plus en plus, qui est de plus en plus plat, linéaire, sans recherche réelle, quoi, profonde. On fabrique de l'image, en fin de compte. De l'image sonore, mais c'est plus l'image du vidéoclip
avec le nom du chanteur ou de la chanteuse qui en met en avant que la musique elle-même. C'est-à-dire la musique, elle est galvaudée complètement, elle se perd. Un autre... Peut-être parce qu'elle est faite justement par des non-musiciens. C'est ça, c'est-à-dire que toute la production, à partir du moment où vous pouvez faire du son, vous vous rendez compte, vous ne passez pas par un conservatoire, vous pouvez manipuler une machine quelque part, quelle qu'elle soit, mettez un son là, un son là, un son là, enfin, quand vous faites votre petit truc, et ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne. Alors, non, il faut du temps. Il faut du temps, je suis d'accord. De ces sons, des samples, tout ça, c'est pas si simple. Non, je sais bien, il faut Il chercher. y a quand même des couleurs, il y a Oui, quand même des absolument. rythmes, Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je dis qu'on peut le faire si on n'a pas forcément les connaissances. Si tu as le temps de le faire pendant 6 mois, tu peux chercher des tas de trucs, des machins, faire des essais, si ça convient pas, etc. Si oui, non, etc., etc. Mais comme certains compositeurs ont fait des ratures en disant, bon, ça marche pas, j'ai écrit ça, ça me convient pas, il faut que je cherche autre chose. Beethoven, par exemple, des premiers, hein, a fait des fois, je sais pas, 50 versions de 2 mesures, jusqu'à dire que c'était la 28e qui était la bonne, quoi. Par exemple, hein, ça pouvait arriver aussi. Mais là, on est dans le pur produit de ce que l'électroacoustique a amené, c'est-à-dire une forme d'artisanat, du montage. Après, comme tu dis, il y a le raffinement. On entend d'ailleurs, quand c'est relativement basique et quand c'est très raffiné. Ça s'entend. On entend vraiment toutes les couleurs et toutes les recherches qu'on peut avoir. La musique en kit, en fait. C'est une musique en kit, oui, absolument. Mais comme par exemple The Chemical Brothers, qui est un groupe en 80, qui se sont montés aussi en 92, c'est 92. Leur premier album, c'est pareil, c'est de la musique danse, c'est de la techno-rock quelque part. Mais là, ils fabriquent tout ce qu'ils veulent au niveau du son. Alors regardez, le point de départ, par exemple, est très abstrait. C'est une énergie qui circule avant de rentrer dans un rythme. Ah, tiens, on est coupé en plein milieu. Je pense que si vous prenez un abonnement, la médiathèque à YouTube, vous pouvez avoir pour la pub. Il n'y a plus de pub à la médiathèque? Il faudrait qu'on le fasse sur l'ensemble du conservatoire. Voilà. Voilà, encore une fois, c'est de la musique à la pêche, hein, qui a une certaine forme d'énergie, qui est à 4 temps, là pour le coup, c'est une musique vraiment à danser quelque part, et qui, vous avez vu que la structure, quand il y a les changements de son, etc., la structure est faite avec des formes de nombre de mesures paires, c'est-à-dire que vous avez un équilibre qui se passe exactement comme au XVIIIe siècle, comme une musique. Oui, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que tout reste équilibré. Hop, il y a un passage, une deuxième partie, il y a un certain nombre de fois, souvent 4 fois. 4 fois, et à la 4e fois, hop, on revient sur la première partie, où on passe à une autre partie, etc. Alors le chiffre 4, le chiffre 8, tout ça fait partie de l'histoire de la musique. Mais l'histoire la plus classique, c'est-à-dire que tous les compositeurs qui ont fait évoluer ces proportions-là, je dirais, ne rentrent pas dans la catégorie électro de la même manière, en fin de compte. Hein. Tous ces compositeurs, par exemple,
pour reciter Beethoven, mais même après Brahms, etc., vous avez des moments où les structures musicales ne sont pas si en équilibre que ça. Vous avez des proportions qui peuvent être différentes. Et que Bach a annoncé quelque part aussi dans ses structures, etc. Bach n'est pas que linéaire, non, au contraire. Il a annoncé une ouverture sur les proportions, sur l'harmonie, Et là, on retombe dans le pur classicisme de la structure. En fin de compte, 8 mesures comme ça, 16 mesures comme ça, 4 fois ça, on passe à autre chose, 4 fois ça aussi, etc. etc. C'est assez rigolo de voir que naturellement, on revient presque aux sources et aux origines des premières structures, on va dire, sophistiquées de l'histoire de la musique, qui sont des structures héritées de la musique traditionnelle. Hein. Parce que musique traditionnelle, c'est quoi? La plupart du temps, vous avez 2 parties, hein, une partie A, une partie B, et puis qui s'alternent. C'est devenu le couplet-refrain de la chanson, par exemple. Couplet-refrain, etc. Et qu'il y en a très peu qui sortent de ce schéma-là du couplet et du refrain pour dire tiens, et si on mettait une 3e partie à un moment qui serait... oui, il y en a eu qui ont essayé. Les Rita Mitsuko ont fait, dans leur premier tube, la Marsa Maïla, il y avait tout d'un coup une 3e partie qui était en dehors du couplet et en dehors du refrain. Ah oui, il y a eu des éléments osés comme ça dans la production. Mais sinon, on rentre quand même dans la structure vraiment les plus traditionnelles et les plus claires, les plus évidentes. Diffusable à la radio. Ouais. Oui, absolument, diffusable. Que ce soit standardisé. Oui, c'est ça, pas trop long, etc. Voilà. Bon, là, ceci dit, là, c'est pas la musique qui va durer 1h03, hein, c'est tout l'album là, qui est dedans. Mais enfin, ceci dit, il y a une musique, quand c'est produit en concert, ça peut être plus long. Mais sinon, il y a le format radio, qui est d'ailleurs, qui a été, je vous ai parlé de 4 minutes 33 secondes de John Cage tout à l'heure en 52. En fin de compte, pourquoi il a appelé ça 4 minutes 33 secondes? Parce que c'était la moyenne des formats des chansons à la radio à l'époque. Il a fait une moyenne de tous les calculs, il est arrivé à 4 minutes 33. 4 minutes 33 était le standard de la durée d'une écoute, on va dire, active. Quand vous dites que, je ne sais pas, quand vous voyez des personnes qui peuvent écouter pendant des heures avec des casques ou des petites oreillettes de la musique en continu, je ne sais pas comment ils peuvent faire, parce qu'il y a un moment, on n'écoute plus. On ne peut plus écouter, on ne peut pas avoir une écoute active en permanence, donc on se laisse porter par des sons, et donc plus la musique est facile et basique, et moins on la pense, moins on l'écoute réellement. C'est un peu ça, cette interaction qui se passe dans notre société de surconsommation, justement, de l'art. Après, on n'a peut-être pas la même oreille que toi, par exemple, quand on écoute de la musique, à tout analyser. Je pense qu'on a un peu la déformation professionnelle du musicien quand on écoute de la musique. Bien sûr. Nous, on n'a pas, moi, j'ai pas la même approche. Je pense que donc c'est plus, c'est une approche je suis tout à fait. Sensorielle qu'intellectuelle. Oui, ça, je suis un peu d'accord. C'est pour ça que, en fait, quand on échange dans le cours des tas de choses pour vous ouvrir aussi, essayer d'ouvrir des portes, mais je peux très bien écouter une musique comme ça, en dire elle est basique, mais je l'écoute quand même en fond. Voilà, des fois ça repose aussi quelque part. Quoique j'écoute toujours quand même quelque chose en me disant oh tiens là il y a un truc qui est intéressant, oh là c'est pas mal, etc. Mais c'est pour vendre au maximum, c'est pour être diffusé au maximum, pour être consommé au maximum qu'on s'adapte justement aux non-connaisseurs quelque part entre guillemets. Et oui, c'est les non-connaisseurs qui consomment le plus. La musique, on va dire que tous les, je sais pas, les collégiens, les lycéens de France et de Navarre savent exactement ce qu'ils écoutent. La plupart du temps, il y en a certains qui disent tu écoutes quoi? Je sais pas. Je sais pas. Ils savent pas. Ils savent plus. Ils écoutent. C'est tout. C'est pas d'écoute, c'est du ressenti. Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que tu disais Sophie, c'est du ressenti. Physique, ouais. Voilà. C'est surtout aussi une façon de s'éloigner du réel. On s'enferme dans une bulle. Et hop, on est en dehors. Quand vous marchez dans la rue, vous avez des gens comme ça, vous pouvez parler, ils ne les entendent pas, ils sont dans un monde, et ils se fabriquent un monde presque cinématographique parce qu'ils regardent ce qu'ils voient, ils regardent avec un son qui ne correspond pas à ce qu'ils regardent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cinéma intérieur, quoi. C'est une forme d'éloignement du réel. Bon,
Alors pour terminer avec cette histoire de sample, c'est Moby qui, avec cet album en 1998, donc 3 ans après le City Life de Steve Reich, en 1998, sort un album qui s'appelle Play, sur lequel il va faire une sorte de, on va dire, une anthologie de l'histoire de la voix aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il va prendre des voix qui ont enregistré du gospel, du blues, etc., mais des voix qu'il va chercher en studio, c'est-à-dire des voix qui sont déjà enregistrées. Et il va refabriquer une musique par-dessus. Voilà, et donc chaque voix, chaque morceau est fait avec des voix différentes et qui sont donc samplées quelque part et qu'il réexploite en faisant presque une sorte de, une anthologie de la voix dans l'histoire de la musique du XXe siècle aux États-Unis. Voilà un exemple, donc Moby. Si je peux avoir. Voilà, etc. Il a eu un grand succès. Hein. Si on change de morceau, par exemple, Find My Baby, vous avez une autre voix. C'est toujours le même passage qui est enregistré, qui est reproduit, hein, avec le. Voilà, et vous prenez toutes les chansons de Moby, enfin tous ces. Voilà, avec une petite incursion là. Donc par exemple Porcelaine, on va écouter. Il y a eu un succès fou, cet album. Ah oui, ça a très bien fonctionné. Et en même temps, c'est une sorte de révélation d'histoire, quelque part, américaine. Voilà. Alors là, vous avez du vrai sample, hein, des sons à l'envers. Vous aviez des sons de cordes à l'envers. Voilà. Comme si elles étaient aspirées plutôt que produites. Voilà. Alors c'est fabuleux, c'est qu'il a fait un album tout seul chez lui, quoi. Tout l'album complet, parce qu'il est un peu polyinstrumentiste, donc il joue un peu de clavier, il fait de la programmation, etc. Il a pris ses voix, il les a bien étudiées, etc. Il a trouvé des sons, etc. Il n'a jamais fait mieux depuis. Ouais, ça a été un album qui a fonctionné au maximum, qu'il a fait connaître de partout. Mais après, les albums suivants, il a toujours essayé de travailler un peu de la même manière, mais c'est. Ouais. Après, ça fait redite, après, on se dit, bon, ça va, on a déjà entendu ça.
Mais ça a tellement... ah oui, celui-là était le passage au XXe siècle, au XXIe siècle, était annoncé quelque part en disant, voilà, vous avez une anthologie du XXe siècle quelque part. Mettre à jour ses samples. Peut-être mettre à jour ses samples. Je sais peu trop où il en est parce qu'il voulait il voulait monter un groupe de métal. Il fait en fin de compte, il touche un peu à tout. Hein. Et voilà, tout est possible. Donc là, on peut dire qu'on a un peu fait le tour de cette idée de l'évolution donc de l'objet sonore jusqu'au sample, en passant par le synthétiseur, c'est une nouvelle forme d'instrument qui fabrique le son, et l'électroacoustique, la technologie sonore, l'idée de la relation entre l'instrument classique et le bruit. L'utilisation de nouveaux bruits aussi dans la musique, etc. Donc on a fait un petit parcours sur l'histoire de la musique dans ce sens-là. Je pense que vous pouvez trouver maintenant un lien vers... On va comprendre maintenant pourquoi on peut utiliser l'intelligence artificielle, justement, puisqu'on est absolument dans la même... Il suffit de partir dans la continuité. Il suffit d'analyser une voix, de la reproduire avec un texte différent. Vous voyez, je veux dire que l'analyse va se faire aussi tellement profondément qu'on peut faire chanter une voix de quelqu'un qui n'est plus là. En fin de compte, en l'analysant, l'intelligence artificielle va pouvoir chanter de la même manière que cette voix-là sur un texte qui peut être un nouveau texte, par exemple. C'est comme on peut fabriquer une nouvelle symphonie. Voilà, on peut fabriquer tout ce qu'on veut maintenant avec l'intelligence artificielle. Encore faut-il bien la programmer, certainement, mais je ne sais pas où on va dans le sens de la créativité réelle, c'est-à-dire est-ce qu'on va chercher, encore une fois, à essayer d'ouvrir des portes et de chercher des connexions du nouveau, etc. Certains le font, mais beaucoup tombent aussi dans la même exploitation de ce qui se fait le plus. On reproduit la même chose, et c'est un peu... voilà, c'est une interrogation en tout cas pour l'avenir même de la production artistique. Cet avenir qui interroge tous les créateurs à tout niveau, hein, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans la vidéo, dans le cinéma, je dirais presque dans l'écriture théâtrale aussi, pourquoi pas. C'est un débat que je vous laisse ouvrir, et voilà. On s'arrêtera là pour aujourd'hui.